Merci Irina, merci beaucoup pour l'organisation de cette table ronde, de ces 4 tables rondes qui vont offrir de réfléchir sur l'année écoulée depuis l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et merci également aux différents intervenants qui ont accepté de participer à ces tables rondes entre maintenant et 21h environ. Depuis le 24 février, l'INALCO et le Centre de recherche Europe-Eurasie, donc le CREE, qui est le centre consacré à ces territoires à l'INALCO, ont été parmi d'autres évidemment un lieu de réflexion et d'analyse sur la guerre provoquée par la Russie. Ces analyses ont pris différents formats académiques, bien entendu, les journées d'études, les débats, conférences, interventions, dans différents séminaires, et puis des formes un peu plus non académiques, notamment des interventions dans les médias, sous différentes formes audio ou télévisées. Et puis depuis plusieurs mois, nous avons la chance de compter parmi nous la chance de compter parmi nous des collègues ukrainiennes et également des collègues russes qui se joignent à nos travaux et qui participent de cette réflexion sur la guerre actuelle. Donc, la situation en Ukraine même a été évidemment au cœur de nos préoccupations, mais nos regards se sont également portés sur la Russie au cours de cette année et sur les conséquences régionales du conflit. Et c'est dans cette même perspective en fait qu'ont été conçues les tables rondes et les échanges d'aujourd'hui proposés par Irina Mitrichin et Galia Ackerman. Alors évidemment, je vais me permettre quelques mots un petit peu plus politiques peut-être. Nous sommes ici très bien placés pour savoir que les arguments historiques sont presque toujours invoqués pour masquer des ambitions impériales ou hégémoniques. Nous sommes également très bien placés pour savoir que l'Ukraine n'est pas la Russie. Et nous sommes très bien placés pour savoir que le combat des Ukrainiens est un combat existentiel, ce dont témoignent aussi bien les formes les plus brutales de la propagande du régime russe que la nature des crimes qui sont commis contre les populations et le patrimoine ukrainien, qu'il soit matériel ou immatériel. Il est également apparu au cours de ces 12 derniers mois que cette guerre n'est pas seulement un combat existentiel de l'Ukraine, qu'elle a une autre dimension qui est sans doute plus profonde, que toute autre issue qu'une victoire de l'Ukraine dans les termes acceptés par elle, toute autre issue qu'une victoire de l'Ukraine dans les termes acceptés par elle, signifierait la fin d'un ordre et inaugurerait des temps très troublés. Je n'ose pas utiliser l'expression de temps des troubles. Le droit international commande en effet que les autorités ukrainiennes puissent exercer leur pleine souveraineté sur le territoire internationalement reconnu en 1991, et les violations multiples et répétées de ce droit par la Russie, celles également avérées possible du droit de la guerre, exige également une juste qualification et le jour venu une réparation à la hauteur des dommages causés. Plus vite ce jour viendra, plus vite cesseront les souffrances des Ukrainiens, car ce que nous savons déjà laisse imaginer l'ampleur des conséquences morales du conflit actuel sur la société ukrainienne qu'il subit, conséquences très immédiates et physiques en premier lieu, dues aux crimes des occupants, des crimes aveugles par les bombardements, les violences commises à l'encontre des femmes, des enfants, des vieillards, possiblement à l'encontre des forces armées ukrainiennes, et également les crimes planifiés et organisés par les déplacements forcés de population. Conséquences sociales, en second lieu, liées aux destructions d'infrastructures essentielles, je pense ici aux hôpitaux et aux écoles, pour ne citer que les plus évidentes, et conséquences économiques, enfin, évidemment, avec la destruction de sites de production, l'interruption ou la perturbation des flux d'échanges. Pour que ce jour advienne, bien entendu, le travail diplomatique et le soutien politique et militaire extérieur sont aussi importants que la capacité d'action et d'initiative ukrainienne. Et les tables rondes de ce soir proposent de revenir sur plusieurs des dimensions que j'ai ici très brièvement évoquées. Et elles permettront sans doute de mieux percevoir les profondes transformations de la société ukrainienne au cours des 12 derniers mois, ou de s'interroger également sur l'évolution de la Russie poutinienne. Et elles éclaireront enfin, je l'espère, sur l'action et les positions des principaux protagonistes, en particulier de ceux qui apportent leur soutien à l'Ukraine depuis près d'une année. Je vous remercie beaucoup et je remercie une nouvelle fois les organisatrices pour ces tables rondes. Merci beaucoup Étienne, donc je vais prendre aussi quelques minutes. Il y a un an, l'Ukraine s'est réveillée sous les bombes pour entamer une des pages les plus terribles mais aussi des plus déterminantes de son histoire. L'Ukraine s'est aussi révélée au monde. En effet, l'année qui vient de s'écouler a été de toutes les révélations. Celle de l'existence d'une nation ukrainienne, celle de la force de l'identité ukrainienne, du courage, de la résistance et de la résilience. L'Ukraine, son peuple ont étonné et ont suscité l'admiration.
Ils ont aussi poussé le monde, les responsables politiques comme des citoyens, à s'engager et à répondre aux défis imposés par cette guerre d'agression contre un État européen mené par le plus vaste pays du monde, aux multiples arsenals nucléaires, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, garant du mémorandum de Budapest et de bien d'autres accords. Par leur courage et leur abnégation, les Ukrainiens ont fait valoir les notions oubliées dans le confort de notre existence. Oui, il y a des moments dans l'histoire qui nous transcendent et des valeurs qui nous dépassent, qui méritent le sacrifice suprême. Les Ukrainiens ont demandé au monde démocratique à être à la hauteur de ces valeurs. Car le combat existentiel que l'Ukraine a engagé est mené au nom de l'appartenance de l'Ukraine à la famille européenne, mais aussi et surtout au nom de la liberté, individuelle comme collective. Ce combat est mené pour l'Ukraine d'aujourd'hui, mais davantage encore pour l'Ukraine de demain. Et il est soutenu aussi pour honorer tous ceux qui ont donné leur vie pour leur pays, comme a écrit hier le cinéaste et aujourd'hui combattant Oleg Sentsov, pour ceux qui ne verront pas ce printemps. Cette fidélité aux morts est aussi la demande de reconnaissance de toutes les souffrances de cette guerre, souvent indicible, et dont on a presque peur de découvrir l'ampleur. Pour tous ces jeunes pleins d'avenir tombés à la guerre dont nous voyons de plus en plus défiler les photos, amis, connaissances ou anonymes. Pour tous ces civils tués, torturés, violentés. Pour tous ces enfants mutilés, tués ou déportés dans une volonté qui n'a d'autre qualification que génocidaire. L'Ukraine doit gagner parce que le prix payé est déjà trop élevé. Des millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de morts ou de tués, des destructions et des dommages causés à l'industrie, à l'habitat, aux bâtiments, l'éducation et l'infrastructure, aux terres agricoles, le pillage culturel, etc. Le prix continue à monter. Chaque jour d'hésitation est un jour de retard dans l'aide à l'Ukraine et fait perdurer les souffrances, s'aimer la mort et la désolation, allonger la liste de ces villes et bourgades martyrs, à peine connues hier encore et dont les noms résonnent désormais dans nos têtes, synonymes d'horreur. Et soyons conscients, l'inaction fait encourager l'agresseur. L'Ukraine a besoin de paix, mais elle a non moins besoin de justice. Elle travaille activement sur la création d'un tribunal et des structures permettant de traduire en justice tous les responsables. Ce tribunal et l'appréciation juridique de ce qui s'est passé, la condamnation de l'agression sont indispensables pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde. Car de l'issue de cette guerre, dépendra notre avenir à tous, en Europe et dans le monde. L'Ukraine impressionne par l'extraordinaire vitalité de sa société, sa créativité sans limite et à tous les niveaux. Par sa capacité à tenir, mais aussi par sa volonté de se projeter. Car oui, l'Ukraine aujourd'hui réfléchit sur le lendemain de la victoire, dont les Ukrainiennes et les Ukrainiens interrogés sont sûrs à 95%. L'Ukraine ne doute pas de son avenir européen et elle sait qu'il passe cet avenir par les réformes et la mutation profonde de la société. Qu'après la victoire, il doit advenir une nouvelle Ukraine. Car sinon, pourquoi se battre? Ce retour sur un an de guerre, dans différents aspects, nous permettra de faire le bilan, mais aussi d'esquisser les perspectives. L'année dernière a été dure, l'année à venir ne sera pas moins difficile. L'Ukraine est prête, à nous, d'être digne de ses sacrifices. Je vous remercie, je passe la parole à Gala Ackerman, co-organisatrice de cette table ronde. Bonjour, je suis très contente de voir beaucoup de personnes que je connais, beaucoup d'abonnés d'Escrucy dans la salle. Nous sommes très honorés et heureux de participer, de co-organiser cet événement. Aujourd'hui, bien sûr, tout le monde parle pour dresser le bilan, mais comme l'a montré le discours d'hier de Vladimir Poutine, le bilan n'est absolument pas glorieux pour la Russie. Et lui, dans son discours, au lieu de dresser un bilan qui n'aurait pas été glorieux pour l'armée russe, a commencé des divagations, ces divagations habituelles, ces litanies anti-occidentales, etc. Il n'a pas non plus esquissé de but précis de cette soi-disant opération militaire, parce qu'en réalité, il n'y en a aucune, en tout cas aucune qu'on puisse atteindre. La Russie se trouve dans l'impasse, elle continue pour l'instant sa fuite en avant, mais la bonne nouvelle, c'est que l'Ukraine résiste et même contre-attaque.
Et la bonne nouvelle, c'est que d'après plusieurs spécialistes militaires français, l'armée russe peut-être pourra même se désintégrer si elle n'arrive pas à mener contre-offensive, et il est très probable qu'elle ne le pourra pas. Voilà, donc nous sommes non pas à un tournant, mais Poutine hier a prétendu que oui, nous sommes dans un moment décisif de l'histoire de l'humanité, etc. Nous le sommes peut-être, mais pas du tout de la façon que l'envisage Vladimir Poutine. Parce que le combat que l'Ukraine mène n'est pas proprement dit un combat civilisationnel. Finalement, la Russie, malgré son substrat mongol, appartient quand même à la culture européenne, tout comme l'Allemagne nazie appartenait à la culture européenne. Il s'agit d'un combat politique très clair entre la démocratie et tout ce qui est lié à la démocratie et l'autocratie avec des visées impérialistes. Dans ce sens, c'est un combat très important parce que nous vivons dans le monde qui est tenté par l'autocratie, parce qu'il est plus facile, même s'il y a moins de liberté, de vivre dans une société qui décide de tout à ta place. Voilà, et donc je pense que de l'issue de ce combat dépend non seulement le futur de l'Ukraine, mais le futur de ce qu'on appelle le monde libre et démocratique. L'Ukraine est au premier plan de ce combat, mais le combat est beaucoup plus général et il implique des dizaines de pays. Donc, tout ce qu'il me reste à dire, c'est de souhaiter que cette journée soit fructueuse et gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup Gala, et sans tarder je vais introduire la première table ronde. Vous avez nos deux invités à l'écran qu'on ne présente plus, Tetiana Ogakova et Volodymyr Yermolenko, la Dream Team, la Husband-Wives Team qui travaille depuis un an sans relâche pour révéler au monde ce qui se passe en Ukraine, qui stream en plusieurs langues, jour et nuit, en répondant aux différents médias, mais qui a aussi le temps de créer des podcasts extrêmement intéressants, et j'espère qu'à la fin ils pourront donner les adresses, sinon nous les donnerons, qui sont extrêmement intéressants, qui sont faits aussi bien des questions culturelles que des interviews, et qui se font en anglais mais aussi en français. Donc Tetiana et Volodymyr sont des produits de l'école française aussi. Ils ont étudié en France, ils ont soutenu leur thèse de doctorat, et je suis particulièrement ravie de leur intervention au cours de cette première table ronde dédiée à la société ukrainienne et à la façon dont elle a vécu et soutenu cette année de guerre. J'invite pour la modération Oksana Mitrofanova, qui est une des chercheuses accueillies à l'INALCO dans le cadre du programme PAUSE dédié aux chercheurs venus de zones en guerre pour leur permettre de continuer à travailler. Merci beaucoup, et donc Tetiana et Volodymyr, l'heure est à vous. Merci. Bonjour, sans tarder, je vais donner la parole au premier intervenant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors je commencerai sans doute voilà, par exposer notre vision de cette évolution que la société ukrainienne avait vécue durant cette année extrêmement difficile et tragique pour l'Ukraine. Ensuite, Volodymyr va continuer, compléter ce que je risque d'oublier. Alors, cette année, en fait, on approche en fait, cette date tragique de 24 février
d'ici 2 jours, on va marquer voilà, une année depuis le moment où on se réveillait, où la guerre avait frappé en fait à la porte de tout un chacun ukrainien. En même temps, ce qui est important pour nous les Ukrainiens, c'est que la guerre était présente en Ukraine depuis des années déjà, à partir de 2014 en fait. Ce n'est pas par hasard, il y a 2 jours justement ici à Kiev, le jour où le président américain Joe Biden s'est rendu à Kiev, le 20 février, c'est passé presque inaperçu pour la plupart des observateurs internationaux, mais pour nous c'était doublement symbolique parce que le 20 février, cette date, le 20 février 2014, c'était le jour justement où la guerre avait commencé, parce que c'est la date qui était engravée dans les médailles des soldats russes, ceux qui ont laboré pour annexer illégalement la Crimée. Tout d'abord, donc on constate, donc on vit à l'intérieur de cette société. Nous, avec Volodymyr, avec d'autres collègues qui sont là, nous pouvons constater bien sûr des changements bouleversants en fait que cette société avait traversé en une année. Je dirais que voilà, donc la première étape était l'étape de choc, puisque malgré toutes les informations qui étaient communiquées notamment par les services de renseignement étrangers, bien sûr d'abord américains et britanniques, toute l'information était comme ça sous la table, était publiée dans les journaux, dans les médias, mais jusqu'à dernier moment, nous les Ukrainiens, la majorité des civils, on était quand même, on gardait l'espoir que cette guerre n'allait pas déclencher dans tout ça, qu'elle n'allait pas prendre forme de cette invasion en fait à grande échelle, qu'elle allait frapper à la porte de gens de Kiev, des gens d'Odessa, des gens du sud, du nord, de Lviv, parce que voilà, les bombardements qui ont recommencé, ils ont vraiment touché tout le monde. C'était pas uniquement l'intensification des combats à l'est, mais partout dans le pays. Et donc le premier sentiment, la première étape, c'était l'étape de choc, de désarroi et à quelque sorte d'incompréhension. Mais très vite, on a très vite vu que la société s'est mobilisée, et donc ce sentiment d'impuissance qui était là, vécu par des gens, était très vite transformé à la capacité d'agir. Nous avons vu tout de suite la défense territoriale qui avait passé des semaines à s'entraîner, qui était mise en place. Donc toutes les villes, les grandes et les petites, les villages et les localités se sont armés, voilà, de checkpoints, entourés de checkpoints. C'était vraiment un élan énormissime qui était visible partout. Nous avons voyagé dans nos pays dans ces premières semaines. Et ensuite aussi, nous avons vu que tout un chacun, les citoyens ukrainiens, se sont mis, en fait, mobilisés pour faire face à cette invasion. Certains se sont portés volontaires pour rejoindre l'armée sans y être sollicités. D'autres ont rejoint voilà, les rangs de volontaires. La société civile, la société civile est très, très, très active en Ukraine, et donc tout un chacun ont commencé à essayer d'aider l'armée par une manière, d'une manière ou une autre, en organisant des choses, soit pour les grandes fondations, comme la fondation très connue de Povernes Jevem, Revient Vivant, ou d'autres, puis chacun fondant sa propre chose à lui. Donc tout ceci a donné des résultats, parce qu'on était très encouragés déjà. On a vu les premiers résultats de cette résistance fin du mois de mars, quand les troupes russes, après une défaite écrasante, ont dû quitter la région de Kiev, mais aussi la région de Tchernihiv, la région de Soumy. Nous avons pu visiter par la suite Tchernihiv, et tout récemment avec Volodymyr et des collègues de PEN Ukraine, Soumy aussi, nous avons pu voir comment tout ceci était organisé. À Tchernihiv, la résistance était vraiment très forte. La ville était siégée pendant plusieurs semaines, justement au mois de mars, à plusieurs destructions. Les quartiers, donc les banlieues de Tchernihiv, cette zone des maisons privées étaient carrément détruites, plusieurs maisons étaient détruites, mais la ville a tenu. À Soumy, la situation était encore plus dramatique. Nous avons visité il y a 2 semaines seulement avec Volodymyr Soumy et sa région, les villes telles que Gluchiv par exemple, la ville de Trostyanets et la ville de Okhterka légendaire par sa résistance. Plusieurs villes et localités ont été bloquées dans les premières heures de cette invasion. Donc les troupes russes ont entré très vite, et après nous avons vu que même au moment où
les troupes ukrainiennes, donc l'armée, était soit pas présente là-bas, soit ils se retiraient avec les forces de police, avec les forces de sécurité, et se retiraient pour inviter les Russes d'entrer. C'était une ruse utilisée dans les régions du nord de l'Ukraine pour donner le combat plus tard. Mais même dans les endroits comme ça, comme à Soumy, la défense territoriale était formée très vite et les gens, les civils d'hier, ont formé des unités pour bloquer les villes, pour ne pas permettre aux troupes russes d'entrer dans la ville. Voilà, ce cas de figure, nous avons constaté à Soumy. À Soumy, nous avons échangé avec des gens qui ont participé justement à cette résistance. Et donc, la ville était bloquée, mais pas vraiment occupée. Donc là, c'est incroyable. Ainsi que nous nous sommes rendus plusieurs fois avec Volodymyr et amis, collègues, à Kharkiv. Je ne sais plus combien de fois, peut-être une dizaine de fois déjà depuis le début de la guerre. À Kharkiv, pareil, nous avons vu des cas de figure incroyables. Nous avons vu, imaginez-vous, une église au cœur de la ville de Kharkiv, pas loin de la gare ferroviaire. Et voilà, cette image de l'église où, à la fois, vous voyez les voitures militaires entrer toutes les 30 minutes pour venir. Donc, ils viennent, ils arrivent, ils reviennent avec des choses qui sont apportées à cette église. Ils sont apportés là-bas par des volontaires, par les gens qui sont là et qui aident l'armée. Et en même temps, en tête de cette résistance à Kharkiv, vous retrouvez des gens comme Sergei Jadin, par exemple, le poète ukrainien, et beaucoup d'autres qui sont acteurs des domaines culturels, littérature, théâtre aussi, théâtre de marionnettes à Kharkiv était un lieu où les gens, les résistants se cachaient durant la période de bombardement, mais c'était aussi l'endroit qui a multiplié les efforts pour aider l'armée. Donc voilà, cette unité d'à la fois l'Église, les milieux artistiques, la résistance citoyenne et les militaires, vous retrouvez tous aussi dans cette cour de l'église de Saint-Dmitrovski Sobor, donc l'église de Saint-Dimitri à Kharkiv. Nous avons vu ça, ça nous a beaucoup impressionné puisque ça démontrait cette unité en fait de la société ukrainienne qui était là en même temps. Et donc on a vu que Kharkiv, malgré tous les efforts de troupes russes d'entrer dans la ville, tout ceci a échoué. Et donc Kharkiv n'a jamais été occupé. Nous avons visité Kharkiv pour la première fois en début de l'été, au moment où les troupes russes étaient tout à côté. Ça voulait dire que le bombardement était intense et qu'il était régulier, jour et nuit. Et malgré tout cela, il y avait des gens, justement, des civils, des hommes de culture qui restaient à l'intérieur de la ville et qui aidaient. Donc la mission était d'aider l'armée, mais aussi d'aider les civils exposés, notamment dans ce quartier que vous connaissez tous, sans doute, le quartier de Santivka. Santivka, un quartier avec des immeubles de grands étages qui étaient massacrés vraiment sans pitié par artillerie russe. Donc à Kharkiv, on retrouve voilà, cette image de la force et puis de la résistance. Ensuite, nous sommes rendus aussi à Odessa, où nous avons vu des cas de résistance encore non moins intéressants avec les hommes d'affaires, un homme d'affaires qui avait organisé tout un réseau horizontal qui destiné à aider les civils et les militaires. Là, dans une école numéro 17 à Odessa, il y avait voilà, donc, un grand centre de l'aide humanitaire qui a été posé. Et donc tout ceci aidait aussi l'armée qui défendait Odessa. Nous nous rappelons que les troupes russes essayaient de prendre d'assaut Odessa à plusieurs reprises, notamment depuis la mer, mais aussi à plusieurs reprises depuis, donc il fallait aller de Kherson jusqu'à Mykolaiv, mais ils n'ont jamais réussi. Nous nous sommes rendus aussi à Kherson après la libération, après le Noël, c'était le 26-27 décembre 2022, la ville l'image de Kherson, en fait une ville martyre, puisque d'abord une ville qui a été occupée, qui a vécu sous occupation pendant 8 longs mois, mais ensuite, tout de suite après la libération, vous avez sans doute vu des images euphoriques de l'entrée de l'armée ukrainienne dans Kherson. Voilà, c'est l'expression de joie, c'était témoigné par les journalistes internationaux qui étaient présents sur place.
Mais ce qui échappe un peu à la presse internationale, c'est la suite, parce que dès le moment de retrait des troupes russes, cette ville est exposée aux frappes par artillerie russe en permanence. Nous avons visité Font-des-Cendres, c'était l'image souffrante en quelque sorte de la ville, parce que les bombardements étaient vraiment incessants. Nous avons vu là-bas les gens du théâtre, par exemple le théâtre régional de Kherson, des gens qui ont organisé leur réseau de résistance pendant l'occupation. Le directeur qui était arrêté, M. Knera, il était arrêté par les Russes, il n'était pas torturé, il était finalement relâché, il y avait un interrogatoire, il a dû quitter la ville, mais ses collègues ont resté sur place en organisant des réseaux de résistance. Nous avons vu des gens de la bibliothèque régionale de Kherson, qui est cette bibliothèque qui se trouve tout juste au bord de fleuve Dnipro. Donc à quelques centaines de mètres, on dirait, de positions russes, parce qu'à travers le fleuve Dnipro, vous avez tout de suite les positions russes, et ils bombardent en permanence en fait la ville. Et malheureusement, rien qu'hier, 6 personnes ont été tuées par les grades, arrêt de bus, centre-ville à Kherson. Donc tout ceci, ce sont des images que j'enchaîne comme ça pour vous voir que, en fait, la société ukrainienne a vécu cette transformation, et même dans les conditions très difficiles, que ce soit l'occupation, comme c'était le cas de figure à Kherson, ou blocage, comme c'était la région de Soumy. Donc les gens se sont mobilisés pour faire face, ou justement la résistance frontale, comme c'était à Kharkiv, la résistance qui n'a pas pu permettre aux troupes russes d'entrer. Partout on retrouve cette volonté de la société ukrainienne de résister, de ne pas laisser l'agresseur ou l'occupant avancer dans notre territoire. Et donc aujourd'hui, bien sûr, quand on ouvre des médias, bien sûr, il y a des sondages. Rien qu'aujourd'hui, j'ai vu un sondage du groupe Rating, il a été publié par la presse ukrainienne, qui montre la résolution, la motivation de la société ukrainienne, et donc plus de 90% parmi les Ukrainiens qui croient fermement à la victoire, qui croient vraiment que cette fois-ci on ne permettra pas à la Russie de gagner. Donc tout ceci est là, mais à l'inverse de ce chiffre sociologique, on ne va pas oublier que le sacrifice, il est énorme, il touche tout un chacun, et il y a énormément, bien sûr qu'il n'y a pas de chiffre officiel de pertes du côté ukrainien, mais cette souffrance de la population, elle est aussi là. Il y a énormément de pertes du côté militaire, mais aussi côté civil. On ne serait même pas à mesure de dire où on a plus de victimes, soit côté militaire ou civil, parce qu'on ne peut rien dire sur la ville de Mariupol, qui était siégée, agressée, bombardée durant de longues semaines. Et donc le minimum de victimes, le chiffre donné par le maire, mais c'est très indicatif, 20 000 victimes. Donc tout ceci, bien sûr, cette souffrance est là. Et je dirais que cette souffrance est là, et c'est le prix en fait de cette résistance, et qu'actuellement la société ukrainienne est là. Le moral est toujours là, mais en même temps on sait qu'on n'a pas le droit de céder, puisque tout simplement, après avoir vu ce que nous avons vu, par exemple à Izium, nous sommes rendus dans le bois d'Izium, nous avons vu ce cimetière improvisé avec des fosses, avec des gens enterrés, des civils, 450 tombes. Nous nous rendons compte, si on cède, ce sera tout de suite, on pourra avoir des cimetières comme ça à Kiev. Si on cède, on va voir la station nucléaire de Khmelnytskyi à l'ouest de l'Ukraine suivie comme la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a été suivie, contrôlée par la Russie, et on voit bien sûr, vous connaissez sans doute l'usage qu'en fait la Russie, c'est l'usage de chantage en fait. Donc tout ceci peut être le sort d'autres Ukrainiens qui sont plus loin de la ligne de front. Ça explique
cette résistance héroïque, acharnée en quelque sorte de toute la population, puisqu'on ne pourra pas permettre aux Russes d'avancer. Et cette dimension génocidaire, bien, on sait que le mot peut être considéré un peu fort en France, mais voilà, on constate qu'il y a beaucoup de beaucoup de traits qui relient cette agression à la génocidaire, parce qu'il y a énormément de gens qui sont tués uniquement pour le fait d'être ukrainiens. Le dernier cas que je vais mentionner, Volodymyr Vakulenko, notre confrère écrivain pour enfants. Nous avons avec Volodymyr son livre ici à la maison, qui s'appelle Tatuseva Kniga, c'est-à-dire le livre de père. C'est un livre qu'il écrit pour enfants et aussi pour son fils. Donc Volodymyr Vakulenko, qui habitait dans le village de Kapitolivka à côté d'Izum, qui était enlevé par les troupes russes au moment de l'occupation. Il était relâché, il était réarrêté une fois de plus et finalement il était tué par les Russes et enterré dans cette forêt d'Izum, rien que pour le fait d'être ukrainien, d'écrire des livres pour enfants. Donc voici le sort qui attend tous les Ukrainiens qui ne résistent pas. Donc ça explique en fait ce niveau de mobilisation et de résistance que nous vivons. Nous ne voyons pas la fin de cette guerre. Donc on sait qu'on devra tenir justement autant qu'il faut, indépendamment de la durée, qu'il s'agit de semaines, qu'il s'agit des mois, qu'il s'agit des années. Historiquement, nous n'avons pas d'autre choix. Nous tous, tous les Ukrainiens qui sont à l'intérieur de pays, nous n'avons pas d'autre choix, nous devons tenir coûte que coûte. Et nous, bien sûr, on remercie tous les partenaires occidentaux de l'Ukraine qui nous soutiennent, la France, l'Union européenne, les États-Unis, Canada, plusieurs pays, plus de 50 pays dans le format Rammstein. Ça, c'est capital pour nous, autrement, l'Ukraine ne pourra pas tenir. Nous espérons que nous pourrons mener ce combat jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention très intéressante. Donc, on a vu l'image des régions de l'Ukraine très différentes. Et vous avez mentionné une option qui est très, très intéressante et importante à comprendre, c'est la relation entre l'armée ukrainienne et la population ukrainienne. C'est très différent de la France et je confirme qu'hier, sur le plateau, le général Trancan, il a dit que l'armée française a créé un système, un modèle assez fermé, qu'on ne communique pas beaucoup avec la société. Et lui-même, le général, est très impressionné qu'en Ukraine, c'est tout à l'opposé. C'est très ouvert et c'est très efficace. Et surtout, par exemple, l'exemple très concret que je donnais hier, c'est par exemple les applications sur les smartphones. On a créé les applications E-Ennemi et E-Défense antiaérienne. Et du coup, la population se trouve en contact très direct avec l'armée. C'est possible d'informer l'armée tout de suite des situations de position, par exemple, des plantés, des unités russes. Et grâce, par exemple, aussi à l'application défense antiaérienne, on a réussi déjà à abattre des missiles et des drones. Donc, du coup, c'est peut-être quelque chose de très inhabituel pour la société française, mais il faut prendre ça en compte et comprendre que l'armée ukrainienne aussi peut-être a un modèle inhabituel de communication, mais c'est très efficace. Et il me semble aussi que le ministère de la Défense d'Ukraine est très ouvert à communiquer, partager son expérience avec ses partenaires occidentaux. Moi, c'est que j'ai bien compris en décembre à Kiev. Maintenant, on va écouter l'intervention du professeur Volodymyr Yermolenko et après passer aux questions. Sauf que peut-être qu'on doit toujours penser, quand on pense de la guerre, il faut éviter de penser dans les termes abstraits. Les mots guerre, violence, destruction, missile sont des mots qui ne disent rien. Et c'est ça peut-être qu'on essaye de partager avec vous, avec notre auditeur, avec Tetiana. Ce sont des histoires humaines, ce sont des histoires humaines, ce sont des histoires qu'on rencontre pendant notre voyage. Donc des histoires des enfants qui sont morts. Peut-être l'histoire la plus connue, c'est l'histoire d'un bébé de deux jours qui est mort à Vilchansk, à côté de Zaporizhzhia.
C'était un bébé de 2 jours. Donc imaginez-vous un bébé qui était né, la mère qui tenait ce bébé, qui portait ce bébé pendant 9 mois et puis l'a perdu dans une attaque de missile. C'est l'histoire de la fille qui s'appelle Elita, qui était tuée par la bombe russe quand elle était en train de lire un livre des enfants. On a rencontré sa grand-mère à un village qui n'était pas loin de la frontière russe, à la région de Kharkiv, dans un village basque. Et on a vu cet endroit, on a vu les livres que cette fille était en train de lire, et on a vu ces histoires sans pleurer, bien sûr. Ce sont les histoires des villages qui sont détruits, complètement détruits à l'est de l'Ukraine. On voyage à travers ces villages. Dans certains villages, imaginez-vous un village de quelques centaines de maisons, et il n'y a aucune maison qui n'est pas détruite. Donc chaque maison est détruite, c'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment vivre là-bas. Dans un certain village comme Dorina, il n'y a plus personne. Dans d'autres, comme Kamianka, peut-être de Dizyum, il y a quelques dizaines de personnes, peut-être 10 personnes qui sont restées après 1000 de personnes. Et ce sont des gens qui vivent sans électricité, sans l'eau, sans chauffage, sans rien du tout. Et ils sont entourés par des murs, avec un nom romantique, les pestki, je ne sais pas comment on va traduire, les feux des arbres. Donc ce sont des mines en plastique, en couleur vert. Tu peux pas vraiment reconnaître quand tu te promènes, parce qu'ils sont verts et ils sont en plastique, ils sont petits, et les paysans, parfois dans leur jardin, ils trouvent ces mines et ils perdent leur viande parfois. Donc ce sont des histoires comme ça, ce sont des histoires déjà à Kherson que Tania a déjà raconté. Malheureusement, et on doit parler sont très forts là-dessus, que les Russes, l'armée russe, elle cible les civils. Donc c'est pas le collateral damage comme ils appellent, ils ciblent les civils, ils ciblent les bâtiments résidentiels. Et l'histoire qu'on a vue à Kherson, c'était l'attaque de l'artillerie le 24 décembre. Donc le jour de Noël, quand les gens sont partis dans un marché pour acheter des légumes, pour acheter de la viande, pour acheter de la nourriture, le marché et le supermarché à Kherson étaient bombardés par l'artillerie russe, précisément parce qu'il y avait une foule de gens. À ce moment-là, je pense que il y a 10 personnes qui ont été tuées. Ou bien une autre histoire absolument horrifiante, c'est l'histoire de Kramatorsk, c'est l'histoire de comment tu dis, the railway station, gare, c'est ça, gare de Kramatorsk. Et au mois d'avril, il y avait une foule de gens qui se sont préparés à l'évacuation. Et voilà, les Russes ont bombardé le gare. Il y avait 67 morts sur place, mais peut-être quelques dizaines sur place, et puis d'autres dans les hôpitaux. Et on a visité cet endroit aussi. On a vu les petites jouets pour des enfants qui ont été là pour commémorer les enfants qui ont été tués là-bas. Donc la guerre c'est comme ça, et bien sûr on peut continuer infiniment,
c'est très important qu'on oublie ça, qu'on n'oublie pas ça, qu'on parle des victimes et des héros avec des noms, avec des prénoms, avec leur nom de famille, avec leur histoire. Et heureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Nous, avec Ukraine World, on fait beaucoup d'histoires sur notre site. L'organisation de Tetiana, Ukraine Crisis Media Center aussi. Il y a le projet qui s'appelle Reckoning Project, qui font beaucoup d'histoires aussi. Il y a d'autres et d'autres. Il y a un travail des journalistes français, francophones, qui font un travail formidable aussi. Donc, cette guerre qui a toujours des noms et des prénoms et des histoires. Et je voulais juste conclure par dire, un peu de façon peut-être macro, parce que j'ai parlé de l'histoire des gens, de l'histoire des gens, mais il faut aussi bien sûr qu'on combine ces deux perspectives, parce que la compréhension c'est toujours la combination des perspectives. On va aussi regarder, c'est pas une guerre seulement pour l'indépendance de l'Ukraine, c'est pas une guerre seulement la guerre défensive de l'Ukraine contre la Russie, c'est vraiment une guerre d'une nouvelle vague de la démocratie contre une certaine contre-révolution qui est faite par les régimes autoritaires. Et en fait, cette nouvelle vague de la démocratie, de l'esprit de la liberté, je pense que c'est une vague qui a commencé au début des années 2000 par les révolutions en Géorgie, ensuite la révolution en Ukraine, puis en Moldavie, puis il y avait le printemps arabe, puis il y avait encore une révolution en Ukraine, il y avait une révolution en Arménie, il y avait la révolution, les protestations à Hong Kong, en Iran, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment regarder ce bataille globalement qui dépasse les frontières de l'Europe évidemment. Donc, et 21e siècle, ça sera peut-être un siècle de l'élargissement des valeurs de démocratie hors de l'Europe, en Asie, au Maghreb, au Moyen-Orient, en Afrique. Moi, je vraiment crois là-dessus, et je pense que on va constater que dans plusieurs pays, malheureusement, de cette vague de révolutions, ce sont des révolutions qui, malheureusement, ont passé par une défaite, mais c'est une défaite provisoire. Donc il y a une revanche des régimes totalitaires, comme en Russie, comme en Biélorussie. Je n'ai pas mentionné Biélorussie, évidemment. C'est un autre cas. C'est encore un cas de cette vague des protestations démocratiques. Et bien sûr la Syrie, qui est très important. Et je sais bien que le public français est beaucoup plus centré sur les pays de Maghreb et les pays du Moyen-Orient que sur l'Europe de l'Est. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a un processus vraiment global. Et cette défaite de ces mouvements démocratiques dans beaucoup de pays qui sont des voisins de l'Union européenne, comme je répète, je suis convaincu que c'est une défaite provisoire. Et le 21e siècle sera aussi un siècle de l'accumulation de ces forces démocratiques, comme on a eu en Europe du 19e siècle, d'ailleurs de la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est pour ça que le bataille ukrainien est tellement important, parce que l'Ukraine est un des rares pays qui a maintenu la démocratie, dans laquelle la démocratie a vaincu, mais a vaincu avec des problèmes aussi, parce que on se rappelle de la contre-révolution de Yanukovych, on se rappelle qu'en Ukraine il y avait aussi un cycle de l'histoire, mais il faut qu'on regarde ce bataille de cette perspective globale, et ça veut dire, si l'Ukraine perd cette guerre, donc
il y a la perspective pour la démocratie, les droits de l'homme dans ces régions vastes. Les voisins de l'Union européenne seront très mauvaises, bien sûr. Si l'Ukraine vainc, ou comme on dit en Ukraine, quand l'Ukraine vainc, ça sera bien sûr les grands problèmes pour le régime russe, mais ce sera aussi les grands problèmes pour le régime d'Assad, de Bachar al-Assad. Ce sont des problèmes aussi pour le régime iranien et d'autres régimes autoritaires, et bien sûr le régime de Loukachenko, etc., en Biélorussie. Donc c'est pour ça que le combat ukrainien a maintenant une force globale. C'est pour ça que je suis absolument d'accord avec Tatiana qu'on a besoin de cette assistance, de cette aide globale, et c'est bien que ça se devient de plus en plus fort. Merci pour cette courte intervention, et si on a le temps pour des questions, on serait heureux de répondre. Merci beaucoup pour votre intervention et plus précisément aussi pour les cas très concrets des vies des enfants qui sont perdus pour toujours à cause de cette guerre. Parce que vraiment, il faut comprendre que la guerre, c'est tout simplement les vies des civils qui sont perdus et dans quelle situation atroce. Et je pense que peut-être c'est ça le point de faiblesse de l'armée ukrainienne, se voir comment souffrent les civils. Ce qui est plus dur voir pour les soldats et pour les militaires, ce que je loue aussi souvent dans les réseaux, c'est l'amour des enfants. Et maintenant, on va passer aux questions. Quelle est l'implication des religions ukrainiennes? On sait que les orthodoxes russes sont asservis totalement au régime russe. Quelle est l'implication? Comment les religions s'impliquent-elles dans ce combat ukrainien? La question de la religion, je vais répondre à ça, on peut commencer. C'est que il y a bien sûr tout le bataille, tout le combat pour l'émancipation de la communauté, ça implique aussi une question religieuse, parce que soyons sincères, l'Église orthodoxe russe a joué un rôle idéologique, et continue à jouer le rôle idéologique à partir de Pierre Ier. C'est l'histoire de Pierre Ier qui a aboli l'autonomie de l'Église russe, a aboli le patriarcat, établi le Saint-Synode, donc bureaucratisé l'Église, soumis l'Église à l'État. Et puis il y a un court épisode de libération de l'Église de l'État en 1905, puis la quasi-destruction de l'Église orthodoxe, et puis le retour de l'Église orthodoxe sous Staline, avec cette bizarre coopération entre le régime communiste et l'Église orthodoxe. Donc, bien sûr, ça pose des problèmes, ça pose des grands problèmes. C'est pour ça que les Ukrainiens, la société ukrainienne, et il y a beaucoup de gens qui sont très suspects par rapport à l'Église, ce qu'on appelle UPC, l'Église orthodoxe ukrainienne, on ajoute deux patriarcats de Moscou. Ça ne veut pas dire que tous les gens dans cette église sont pro-russes. En fait, la situation est beaucoup plus compliquée. Il y a beaucoup de mobilisation pro-ukrainienne aussi au sein de cette église, mais plutôt au niveau assez bas, au niveau des communautés, au niveau des prêtres locaux, etc. Il y a bien sûr cette hiérarchie de cette église qui n'a pas vraiment fait un choix, parce qu'ils en sont toujours partis de l'église orthodoxe russe, ils sont toujours l'épiscopat, c'est toujours dans la hiérarchie de l'église orthodoxe russe. En même temps, il y a l'église orthodoxe ukrainienne, ce qu'on appelle PSU, l'église orthodoxe de l'Ukraine,
qui essaie de se développer, qui a reçu l'autocéphalie il y a quelques années. Et en fait, il y a ce processus avec du conflictuel, parfois consensuel, de certains renforcements de l'influence de cette église. Il y a bien sûr aussi l'église catholique ukrainienne, il y a aussi l'église catholique, il y a des églises protestantes, il y a un très fort mouvement musulman autour de Crimée, autour de Tatar de Crimée. Il y a des juifs, bien sûr, il y a des très fortes participation des juifs dans la vie sociale et politique. Donc c'est très pluriel le climat religieux en Ukraine. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment parler d'une religion officielle ou de l'église officielle. Merci, bonsoir. Comme défi futur pour la société ukrainienne, comment vous envisagez la réintégration des populations ukrainiennes qui vivent maintenant sous occupation depuis près de 10 ans? Je commencerai cette fois-ci la réponse. Oui, vous avez raison de dire qu'il y ait des populations, notamment dans la région de Donetsk et Lugansk, cette région qui était occupée en 2014, et donc ce sont des populations qui ont été coupées du reste de l'Ukraine, et sans oublier la Crimée. Aussi, Crimée a été annexée et légalement occupée en 2014, et donc il y avait quand même une rupture qui est beaucoup plus profonde si on compare à ces zones qui étaient occupées et déoccupées après la période de la grande invasion russe. Oui, on va avoir le processus, on n'a pas du tout d'illusion. Ça sera un processus extrêmement long et douloureux. Il faut aussi dire très clairement que la Russie avait largement mobilisé dans ces régions-là. On a des témoignages et des preuves que les régions de Donetsk et Lugansk ils ont mobilisé énormément d'hommes, jeunes, pas jeunes, durant tous ces longs mois après la grande invasion. Ils sont été mobilisés, ils étaient envoyés un peu partout. On reçoit des témoignages de plusieurs ont été tués à Mariupol, à côté de Mariupol, parce que pendant les sièges de Mariupol, c'était beaucoup utilisé, beaucoup dans la région de Kherson. On reçoit aussi dans la région de Kharkiv, aussi, de Vitolivka, la famille de Volodymyr Vakulenko nous ont parlé, ils ont vu les gens de soi-disant République contemporaine LNR, DNR, ils étaient là. Donc, comme ils étaient, ceux qui étaient mobilisés récemment, n'étaient pas traînés, n'étaient pas vraiment professionnels, c'était vraiment utilisé d'une manière tout à fait cynique par les Russes. Donc, c'est-à-dire que le taux de mortalité parmi ces soldats-là était extrêmement élevé, voire beaucoup plus élevé même que si vous comparez à ce qui se passe dans l'armée régulière russe. D'où, en fait, la difficulté, puisque les familles qui sont restées dans les régions de Donetsk et Lugansk, elles reçoivent des actualités, bien sûr que le fait de perdre quelqu'un de la famille, ça nous met contre l'ennemi, donc bien sûr il y a la propagande, ils vont détester l'Ukraine, etc. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'illusion que ça sera facile, mais de l'autre côté, et pareil en fait pour Crimée, le cas est presque pareil, la mobilisation avait touché la Crimée, les gens de Crimée étaient mobilisés, étaient largement utilisés dans le front du Sud, mais aussi ailleurs. Donc aussi ailleurs, on ne peut pas les distinguer comme ça, parce que comme la Russie est présente comme russe depuis 2014, donc, mais ils étaient tout aussi présents. Donc il y a cette montée de hostilité qui est là. Mais à la fois, ce qui est l'autre côté de ce problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens qui restent dans les territoires de Donetsk et Lugansk et Crimée, après la déoccupation finale, donc si on a, quand on arrive à ce stade-là, ils ne sont pas, c'est pas uniquement les gens qui sont restés dans ces territoires qui représentent. Donc si on prend la population, rien que prenons le cas de Donetsk et Lugansk, ils étaient à peu près presque 7 millions. Bon, la population de ces régions était presque 7 millions au moment de l'occupation première, c'est-à-dire en 2014.
à peu près la moitié de la population était déplacée, des gens qui ont quitté la région tôt ou tard, quelques semaines après, ou quelques mois après, ou un an après. Et donc parmi ceux qui restaient, il y avait ceux qui étaient, voilà, qui étaient plus sous l'influence de cette idéologie, cette propagande. Il y a une autre part qui était plutôt apolitique et plutôt les gens qui évitaient de penser à la politique, etc. Donc c'est pour dire que quand les régions seront libérées, il y aura aussi droit pour ceux qui ont quitté ces zones de revenir dans ces zones-là et puis voilà, d'être la voix et le visage aussi de ces territoires. Parce qu'ils ont quitté ces régions-là en 2014 ou dans les mois qui ont suivi et ils ont le droit d'y retourner. Rien ne sera facile puisque bien sûr ce sont des régions où la Russie avait quand même laissé sa trace, ses idéologies. Bien sûr, il y aura, on va voir des multiples procès, puisqu'il y a toute cette notion même de la collaboration qui est discutée aujourd'hui, même dans le Parlement ukrainien, mais aussi dans la société ukrainienne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Où sont les limites de la responsabilité, de la culpabilité, et puis le fait d'être en otage, parce qu'on peut considérer une grande partie des gens qui étaient dans les territoires de Donetsk et Luhansk comme otages de la situation. Nous, on connaît beaucoup d'histoires familiales. Nous avons des amis qui ont quitté cette zone, par exemple, où leurs parents ou grands-parents continuent à vivre, parce que les gens âgés, ils sont très inertes, ils ont du mal à se déplacer, etc. Est-ce qu'ils ont pour autant collaboré? Non. Donc, au cœur de ce débat, qui risque d'être long, je pense, il y a la notion de la collaboration, qui est là, et puis la notion de la responsabilité et de la culpabilité. Mais tout porte à croire qu'au moment où les troupes ukrainiennes vont libérer ces zones-là, les gens qui ont été directement impliqués dans la guerre, ceux qui ont combattu, ils vont quitter avec les troupes russes qui vont se retirer, mais on va quand même rencontrer cette population-là qui a beaucoup souffert. Après, il y aura des années à établir un dialogue, un débat, tout cela, ça risque d'être très, très long. Mais prenons un exemple très concret à Kherson. Kherson, qui a vécu sous occupation 8 mois. Nous nous sommes rendus à Kherson, nous avons été informés de la situation qui était en bas. Il y avait des gens qui étaient collaborateurs à Kherson, des Ukrainiens, qui ont collaboré directement. Et pas seulement ceux qui étaient médiatisés, qu'on connaissait sans doute, Saldo et autres, mais il y avait aussi ceux, que ce soit une institutrice à l'école qui était d'accord pour enseigner un peu, c'est autre chose. Mais je veux dire que pour l'instant, l'armée ukrainienne est entrée en ville. Ce que disent les habitants de Kherson, il n'y a pas de règlement de compte pour l'instant. Tout ce monde-là reste sur place, et il n'y a pas de procès, il n'y a pas de punition, il n'y a rien. Pour l'instant, on essaye de traverser cette période-là difficile de la guerre qui est toujours là. On verra ensuite. C'est-à-dire que, contrairement à ce que dit la propagande russe, il n'y a pas de procès de ceux qui sont pour la Russie, etc. Ils vivent à côté, ils sont soit en voisin de ceux qui étaient contre la Russie ou ceux qui, par exemple, qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Ils vivent ensemble, donc ça sera à eux et à nous tous à apprendre cet art de vivre ensemble après la victoire. Merci beaucoup, Tetiana. Je vais peut-être demander juste à Volodymyr à répéter les sites sur lesquels on peut vous retrouver ou les podcasts, où est-ce qu'on pourrait vous écouter. Et on va vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de parler et de nous raconter vos différents périples, vos déplacements, et vous remercier surtout pour tout ce travail que vous faites ensemble avec le Pen Club ukrainien notamment, et donc tout ce que vous apportez aux gens sur place, et surtout ce travail de témoignage dont vous faites preuve aujourd'hui.